Alors, parmi mes méthodes d'enquête, il y a aussi que j'ai fait une enquête textuelle qui consiste à défricher aussi des corpus de textes, à la fois féministes, marxistes, en tout cas, et puis en théorie, en écologie politique, qui me permettaient de rendre compte de ce que moi je voyais sur le terrain. Et donc, le féminisme matérialiste était une base, est une base, mais la question de la matière qui se renouvelle, et j'emploie le mot renouvelle à dessein, on y reviendra, ça fait partie aussi des questions phares de la notion de reproduction. Et donc, quand on voit les théorisations sur la reproduction et qu'on s'intéresse au débat qu'il y a eu très fort dans les années 70 sur comment définir se positionner par rapport à l'héritage marxiste pour intégrer le travail reproductif, il se trouve que en France en tout cas, on a ignoré une tradition matérialiste, écoféministe, même si le terme est un peu abusif parce que Silvia Federici ne se revendique pas de ce terme, de ce label en tout cas, mais elle va préfacer Maria Miss qui elle va adopter ce terme après avoir lu Caroline Merchant. Et donc, là, j'ai vu en fait émerger, enfin pas émerger, mais en tout cas une constellation d'autrices qui dialoguent les unes avec les autres et qui, pour la partie allemande, donc Maria Mies, je l'épelle parce que je pense que c'est important, c'était M-I-E-S, Veronica Benold Thomson, B-E-2-N-T-H-O-M, bon voilà, je sais, et puis Claudia von Werloff, elles ont écrit toutes les trois ensemble, et ça aussi je pense que ça fait partie d'un type d'écriture qui n'est pas si fréquent en théorie féministe. Elles ont écrit à 6 mains beaucoup de textes et parfois à 4 mains, enfin en alternant leurs binômes. Elles ont théorisé dès la fin des années 70 la notion de subsistance pour avoir toutes les trois travaillé dans des recherches qu'on pourrait appeler à la fois sur le féminisme et le fameux développement. Puisqu'elles ont toutes trois travaillé sur les femmes, le travail des femmes en Inde, les femmes agricultrices, enfin paysannes au Mexique et au Venezuela. Donc elles sont arrivées dans le MLF avec le regard et les questions féministes qui se posent pour des agricultrices paysannes qui sont en train de se prendre en pleine figure et dans leur corps en fait l'arrivée de la dite révolution verte, donc du l'agro-business qui est en train de démanteler les maisonnées paysannes et donc elle voit des effets de violence de genre très très fortes et surtout et donc remettre en question l'idée que le salariat serait nécessairement l'horizon émancipatoire à proposer universellement à toutes les catégories, les femmes étiquetées comme telles dans les sociétés très genrées. Et donc, elles posent un contrepoint très fort, et donc elles essaient de théoriser en pensant à des sociétés paysannes, mais aussi des sociétés de chasseuses-cueilleuses et de chasseurs-cueilleurs, puisqu'elles n'hésitent pas aussi dans leur conceptualisation. Il y a des peuples autochtones dans les pays sur lesquels elles travaillent, et donc elles introduisent quelque chose qui s'appelle le tiers-monde à l'époque, et qu'on pourrait qualifier de décolonial en fait dès la fin des années 70, et elles trouvent un terme pour à la fois réunir ce qu'elles peuvent voir chez les agricultrices ou les sociétés paysannes en voie d'extinction dans les pays du Nord et les sociétés paysannes encore très actives dans les pays du Sud. C'est le terme de subsistance qu'elles essaient de sémantiser, de resémantiser pour pas que ce soit associé à la société de survie. Et
elles reprennent aussi des termes de Salins en parlant de sociétés d'abondance. Ces sociétés qui ne sont pas des sociétés industrielles sont des sociétés aussi d'abondance, d'autonomie. Et là, elles mettent en évidence un point très important qui fait le pont aussi avec des anthropologues comme Martine Segalen, qui va s'y intéresser de façon sociodémographique et aussi en sociodémographie historique, et qui fait le pont évidemment avec Silvia Federici et son groupe Wages for Housework, qui lui aussi défend l'idée qu'il n'est pas possible de considérer le salariat comme nécessairement émancipatoire et que des femmes racisées, aussi bien afro-états-uniennes que italiennes, qui ne sont pas du tout dans le train de la consommation-production et qui sont aussi avec une tradition de l'autonomie italienne, donc d'un communisme qui s'autonomise des syndicats et qui donc ne pose pas l'avenir radieux du salariat en usine et puis pour ensuite devenir cadre en col blanc comme une voie d'émancipation souhaitable à la fois pour les femmes et aussi pour le devenir des sociétés humaines qui du coup, ce faisant, si c'est ça l'horizon, font de le capitalisme un horizon émancipatoire. Et donc là, il y a une radicalité anticapitaliste qui sera maintenue par ce féminisme de la subsistance, qui va accompagner l'altermondialisme. Maria Misfa cofondé la section femmes pour Attaque, va être dans beaucoup de forums mondiaux. Donc il y a quelque chose autour du féminisme de la subsistance, va évidemment soutenir et coécrire avec Vandana Shiva, qui est une icône de l'altermondialisme. Donc elles vont défendre être anti-OGM, anti-nucléaire. Donc c'est cette subsistance-là, c'est donc une prise en considération de toutes les conditions de production de la subsistance et donc de toutes les menaces et de l'emprise capitaliste majeure, à commencer par l'industrie nucléaire qui donc nous conduit à une débauche électrique qui permet évidemment un type de production, mais aussi une destruction massive des environnements via un type de production et ensuite évidemment par les déchets nucléaires, sans compter les essais nucléaires qui ont été nécessaires pour lancer ce type d'industrie. Donc ces féministes allemandes vont, en ayant ce type de positionnement, finir par se dissocier du MLF allemand, parce qu'elles auront des positions antinucléaires qui ne seront pas celles du féminisme allemand, parce qu'elles vont défendre aussi des formes de sociétés paysannes qui paraîtront archaïques en fait, en mettant en alerte leurs consoeurs en fait féministes sur le fait qu'il ne s'agit pas d'interpréter l'ensemble de ce qui s'est passé antérieurement et de ce qui se passe sur la planète et qui vit en société paysanne à l'aune du patriarcat. Il y a un patriarcat paysan, il y a un patriarcat féodal, il y a un patriarcat capitaliste, mais est-ce que toutes les sociétés paysannes sont à rabattre sur une domination masculine universelle? Elles identifient des zones de pouvoir féminin, d'auto-organisation, justement à partir de la subsistance. C'est-à-dire que si on ne voit pas la subsistance, on ignore des secteurs entiers qui sont aux mains des femmes et qui, par l'industrialisation, en fait, vont évidemment leur être soustraits. Et il faut éviter d'avoir un regard à la fois ethnocentrique sur ces sociétés en négligeant le pouvoir, l'assise, la capacité d'égaliser, la qualité, en fait, que peut produire le partage du travail de subsistance. Et donc, qu'est-ce que la subsistance? C'est peut-être la question importante. La subsistance, donc c'est défini magnifiquement par Maria Miss et Veronica Bennell-Thompson, mais il y a beaucoup de textes qui précèdent aussi ce texte qui va être publié dans les années 1990. C'est toute activité en fait qui permet d'assouvir des besoins primaires qui ne sont pas nécessairement des activités qu'on pourrait réduire à l'alimentation, la cuisine, l'agriculture, mais c'est aussi des activités de soins, des activités politiques de veille et de distribution de la subsistance, mais
comme il y a une condition à ces activités, il faut qu'elles soient en lien avec un milieu de vie qui reste nourricier et qui ne soit pas saccagé. Elles insistent pour dire que ces activités de subsistance, y compris en territoire saccagé, y compris en zone méga appropriée, elles subsistent. Parce qu'en fait, le capitaliste ne peut pas vivre sans activité de subsistance. Et c'est là, je trouve, conceptuellement, mais aussi empiriquement, la très grande force en fait, de ce travail. C'est que pour ces féministes de la subsistance, elles mettent en évidence un iceberg. C'est qu'à la pointe de l'iceberg, il y a le capitalisme, le salariat, le PIB, le PNB, des contrats de travail, et puis l'argent. Et puis sous cet iceberg, il y a une énorme... c'est la majorité des activités humaines sur la planète, qu'on soit dans les pays du Nord ou des pays du Sud. Il y a ce fameux travail gratuit ou sous-rémunéré qui consiste juste et qui s'appuie sur des activités de subsistance. Donc le travail domestique est un travail participe du travail de subsistance, même si on essaiera de voir qu'il y a une distinction à faire entre travail de subsistance et travail de consommation. Il y a le travail en lien avec ce qu'on pourrait appeler la nature culture. Moi j'aime bien le terme de Donna Haraway. Donc les ressources qui sont aussi bien de l'eau, de la forêt, du sol. Donc il y a la nature elle-même, en fait, qui, sans ce travail qu'on accomplit avec elle, il y a plein de bouches qui ne sont jamais nourries. Et ça inclut aussi le travail des paysans et des paysannes. Donc elles mettent dans leur dispositif féministe la lutte pour la paysannerie sur un plan aussi élevé en fait que la lutte pour les femmes dans la paysannerie et les femmes en général, puisqu'en fait dans leur explication décoloniale et globale en fait du phénomène de l'exploitation, elles incluent l'exploitation de femmes, de personnes âgées, de paysans et de paysannes restés dans les villages des pays du Sud et qui fabriquent la subsistance d'ouvriers et d'ouvrières qui vont travailler pour des usines des pays du Nord, sous-payés, puisque c'est à cette condition-là que la délocalisation est rentable, puisque ils vont pouvoir à tout moment ou se rapatrier dans leur village, ou se fonder sur des circulations de matière qui leur permettront de subvenir, de survivre. Et donc, ces fameuses usines où ces fameux travailleuses et travailleurs exploités fabriquent le confort moderne, nos appareils, nos puces, nos cuisines équipées, qui permettent en fait par voie de circulation de containers de revenir dans les pays du Nord et de nous faire gagner du temps à nous, consommateurs, producteurs, parce qu'on se retrouve avec du préfabriqué en fait dans nos assiettes, sur cette table là qui a été fabriquée en mélaminé. Et donc ça nous dégage du temps et ça nous laisse un autre temps qui est le travail de consommation, et donc elle n'oublie jamais cette circulation là. Et donc elle pose la question de mais est-ce que je peux m'émanciper si je ne pense pas à cette exploitation, et donc ça va créer aussi, donc du coup ça va faire de la pensée ou de la perspective de la subsistance une alerte et une obligation structurelle en fait de penser avec toutes les formes d'exploitation et l'exploitation de la nature. Donc elle ajoute, et Françoise Daubonne fera aussi ce travail avec d'autres termes, en lançant l'exploitation des femmes en s'élevant contre ce qu'elle appelle un machisme universel, parce qu'elle voit aussi dans les pays du Sud qui s'industrialisent à grande vitesse des formes de jonction patriarcale qui se mettent en place, qui sera aussi un autre terme
Et donc, qui n'est pas le sien, mais donc comment des patriarcats peuvent s'unir en fait, hein, pour continuer à exploiter très durablement les femmes qui se retrouveront arc-boutées dans les champs.